L'homme sur la civière ressemblait à un fantôme, couvert de cicatrices et sentant la pluie vieille et le whisky bon marché. Les médecins le considéraient comme un gaspillage de lit d'hôpital. Ils voulaient le jeter dehors pour faire de la place à un donateur milliardaire qui s'était cogné l'orteil. Mais lorsque les agences de sécurité ont essayé de l'attraper, le sans-abri s'est déplacé avec une rapidité qui n'aurait pas dû être possible, cassant presque le poignet d'un agent. Les urgences ont été bouclées. Tout le monde était terrifié. Tout le monde, sauf une infirmière. Elle ne voyait pas un clochard. Elle voyait un soldat pris au piège derrière les lignes ennemies. Elle s'est approchée de lui, s'est penchée et lui a murmuré 5 mots qui ont figé la pièce. 5 mots qui prouvaient somme toute que cet homme n'était pas un mendiant. C'était une légende. Et le médecin qui avait essayé de le mettre dehors était sur le point de perdre sa carrière. La pluie martelait les fenêtres des urgences de l'hôpital St. Jude à Seattle. Un rideau gris implacable qui correspondait à l'ambiance qui régnait à l'intérieur. Il était 2h du matin, un mardi, l'heure fatidique pour les infirmières en traumatologie, lorsque les bars ferment et que les mauvaises décisions affluent sur les brancards. Erika Jenkins ajusta sa queue de cheval, grimaçant à cause de la raideur dans le bas de son dos. Elle était debout depuis 10 heures d'affilée. Elle avait 26 ans, était petite, avait des yeux couleur acier et des mains qui avaient sauvé plus de vies qu'elle ne pouvait en compter, même si elle ne s'en vantait jamais. Dans cet hôpital, les infirmières éteignent le moteur. Mais les médecins étaient notamment les pilotes qui récoltaient toute la gloire, en particulier le docteur Brock Sterling. Erika déplaçait cette civière vers Trey, aboya Sterling en arpentant le couloir comme s'il l'était chez lui. C'était un homme grand, beau d'une manière anguleuse et arrogante, avec une mâchoire qui l'admirait clairement chaque matin dans le miroir. Nous avons une urgence prioritaire. Monsieur Holloway, membre du conseil d'administration. Erika ne leva pas les yeux du dossier qu'elle était en train de mettre à jour. Monsieur Holloway s'est tordu la cheville lors d'un gala médical. Nous avons un carambolage impliquant plusieurs véhicules sur la I-5 qui arrivera dans 10 minutes. Nous avons besoin que les salles de traumatologie soient libres. Sterling cessa de se retourner pour la fusiller du regard. Les lumières cinéfluorescentes se reflétaient sur sa montre de luxe, une Rolex Submarina qui coûtait plus cher que la voiture d'Erika. Monsieur Holloway avait financé la nouvelle aile de cardiologie. Erika, s'il veut que sa cheville soit mise sous glace en salle de traumatologie 1, il aura la salle de traumatologie 1. Faites sortir le sans-abri du lit 4 immédiatement. Erika serra les dents. Le sans-abri du lit 4 a un rythme cardiaque irrégulier et des signes d'hypothermie. Il n'a pas été trié correctement. Il est ivre. Sterling la congédia d'un geste de la main. « Je peux sentir l'éthanol d'ici. Soignez-le et renvoyez-le dans la rue. Faites-le sortir avant qu'il n'arrive. Je ne veux pas d'un donneur qui sent le chien mouillé y était. » Sterling fit demi-tour et disparut vers le parking des ambulances pour accueillir le VIP. Erika expira lentement, en contrôlant sa respiration. C'était la réalité de la médecine moderne, où les profits primaient sur la patience. Elle se dirigea vers le lit 4. Les rideaux étaient tirés à moitié. L'homme allongé là était une montagne humaine, même s'il ressemblait à une montagne érodée par des décennies de conditions météorologiques difficiles. Il était inconscient. Ses vêtements étaient couverts de boue et de graisse. Sa barbe était une touffe de poils gris et noirs qui cachait la majeure partie de son visage, mais elle ne pouvait pas cacher les cicatrices. Erika avait grandi entourée d'hommes rudes. Son père avait été sergent-chef dans les marines, un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais qui aimait passionnément. Elle le savait reconnaître le regard d'un homme qui avait vu le monde brûler. Elle enfila une nouvelle paire de gants et toucha doucement le poignet de l'homme pour vérifier son pouls manuellement. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ce n'étaient pas les yeux vitreux et confus d'un ivrogne. Ils étaient bleus, perçants et terriblement alertes. En une fraction de seconde, sa main jaillit et se referma sur le poignet d'Erika comme un étau d'acier. Ce n'était pas une étreinte agressive, c'était une contrainte, un avertissement. « Pas d'aiguille !» dit-il d'une voix rauque. Sa voix ressemblait à du gravier qui s'entrechoquait. « Non, dormez. » Erika ne broncha pas. Elle ne se retira pas. Elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne vais pas vous endormir, monsieur.
« Je m'appelle Erika. Vous êtes à l'hôpital. Vous êtes en sécurité. » L'homme balaya la pièce du regard, ses yeux se posant sur les sorties, les bouches d'aération. Les fenêtres. Il inspectait la pièce, évaluant les menaces. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était son entraînement. « Lâchez-moi » grogna-t-il en relâchant son poignet, mais en gardant sa main en suspension, prête à frapper. « Je n'ai rien à faire ici. Vous avez 39, 5 degrés de fièvre, dit calmement Erika en vérifiant le moniteur. Et votre cœur fait des arrêts cardiaques. Vous resterez ici jusqu'à ce que je vous dise que vous êtes stable. » Je sais ce que vous avez dit, Erika l'interrompit d'une voix ferme mais gentille. Mais mon service ne se termine que dans 2 heures, et sous ma surveillance, personne ne meurt parce qu'il est têtu. Maintenant, laissez-moi voir votre bras. L'homme hésita. Il la regarda vraiment, l'évaluant comme une menace ou une alliée. Lentement, il détendit ses épaules tendues. Il la laissa retrousser la manche de sa veste militaire sale. Erika eut le souffle coupé, son bras était une carte routière de la violence. Des cicatrices de brûlure, des marques d'éclats d'obus et une longue ligne irrégulière qui ressemblait à une blessure au couteau datant de plusieurs années, mais ce qui attira son attention, ce ne furent pas les blessures. Ce fut le tatouage sur l'intérieur de son avant-bras. Il était presque invisible sous la saleté, mais elle reconnut l'iconographie. Ce n'était pas un emblème standard de la marine ou de l'armée. C'était une lance noire croisée par un éclair sans aucun mot. Elle connaissait ce symbole. Elle l'avait vu une fois, il y a des années, dans une boîte fermée à clé dans le placard de son père. Une boîte qu'il lui avait interdit d'ouvrir. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. L'homme retira rapidement son bras, cachant le tatouage. Personne, juste un fantôme. 20 minutes plus tard, le chaos éclata. Monsieur Holloway, le donateur VIP qui s'était foulé la cheville, était arrivé. C'était un petit homme turbulent en smoking, entouré d'une équipe d'assistants et de sa femme en larmes, médecin. Sterling virevoltait autour de lui, comme un papillon autour d'une flamme, ordonnant aux infirmières d'apporter des couvertures chaudes, de l'eau gazeuse et des oreillers. « Emmenez-le en traumatologie 1 » cria Sterling. « Et où est-ce le lit que je vous ai demandé de libérer ?»« Le lit 4. » Sterling se dirigea vers l'endroit où Erika nettoyait soigneusement les blessures du mystérieux inconnu. Il tira le rideau. « Qu'est-ce qu'il fait encore ici ?» demanda Sterling, le visage rouge de colère. « Je vous ai donné un ordre direct, » infirmière Jenkins. L'inconnu sur le lit s'est redressé. Il n'a pas regardé Sterling. Il a regardé à travers lui. « C'est un patient, docteur, » a dit Erika en s'interposant entre le lit et Sterling. « Tos, il est tachycardique et désorienté. Nous ne pouvons pas le renvoyer chez lui. Regardez-moi. » Sterling a ricané. Il a regardé l'homme. « Hé, mon pote, la fête est finie. Tu veux un lit chaud ? Va au refuge du centre-ville. C'est un hôpital pour les citoyens qui paient, pas un foyer pour sans-abri. » Sterling tendit la main pour attraper l'épaule de l'homme afin de le réveiller physiquement. Tout se passa très vite. Le sans-abri bougea. Sa main gauche repoussa le bras de Sterling tandis que sa main droite attrapa le revers du médecin, tordant le tissu coûteux. Avec un grognement d'effort, le vieil homme repoussa Sterling en arrière. Dans l'idéal, Sterling aurait simplement trébuché, mais l'homme utilisa l'élan du médecin contre lui. Sterling fut projeté en l'air et s'écrasa sur un plateau métallique contenant des instruments, provoquant un vacarme assourdissant de bols en acier et de pinces. Le service des urgences devint silencieux. Monsieur Holloway eut le souffle coupé. Mon Dieu, ce fou a attaqué le médecin. Sterling se releva précipitamment, le visage violet de rage et d'humiliation. La sécurité. Appelez la sécurité. Je veux que cet homme soit arrêté. Agression. Il m'a agressé. 2 vigiles costauds, Mike et Dave, arrivèrent en courant depuis le poste. C'étaient des gars bien, habitués à s'occuper d'ivrognes, mais ils n'étaient pas préparés à ça. « Monsieur, vous devez vous calmer et vous allonger par terre » cria Mike en sortant son taser. L'inconnu se leva. Il était plus grand qu'il n'en avait l'air allongé. Il se tenait légèrement voûté, favorisant son côté gauche, mais sa posture était équilibrée, prête au combat. Il a levé les mains, paumes ouvertes, non pas en signe de reddition, mais dans une posture défensive de lutte.
Ne me touchez pas, a averti l'inconnu. Sa voix était basse, avec une fréquence dangereuse qui vibrait dans la poitrine. Je ne veux pas vous faire de mal, les gars. Taser-le, a crié Sterling en pointant un doigt tremblant. Il est dangereux. Mike a tiré avec le taser. Les sondes ont jailli. L'inconnu ne se contenta pas d'esquiver, il anticipa. Il se déplaça avec une grâce fluide, évitant les fils qui le manquèrent de main d'un pouce. D'un seul mouvement, il réduisit la distance, attrapa le poignet de Mike et lui appliqua une prise de pression qui le força à lâcher son arme instantanément. Il poussa doucement contre Dave, les emmêlant sans leur casser un seul os. C'était chirurgical, c'était magistral. « Du raisin !» cria la réceptionniste dans l'interphone. L'inconnu recula dans un coin de la pièce, haletant. Il n'attaquait plus. Il était acculé, et un tigre acculé est la chose la plus dangereuse au monde. Il scruta la pièce à la recherche d'une arme, ses yeux se posant sur une paire de ciseaux à traumatisme posés sur le comptoir. « Appelez la police! Appelez le SWAT !» Sterling criait, caché derrière le poste des infirmières. Erika vit le regard de l'inconnu. Ce n'était pas de la rage, c'était un flashback, les lumières, les cris, l'agressivité. Il n'était plus à Seattle, il était de retour dans une jungle, un désert ou une ruelle sombre dans un pays étranger. Il allait tuer quelqu'un ou mourir ici même, sur le linoléum. Erika savait qu'elle n'avait qu'une seule chance. Elle ignora les cris de Sterling qui lui demandait de reculer. Elle marcha droit vers l'homme acculé. « Erika, ne fais pas ça. Il va te tuer !» cria Dave depuis le sol. Erika s'arrêta à 1 mètre de lui. La poitrine de l'homme se soulevait. Il la regarda. Ses yeux étaient hagards. Sa main se rapprochait lentement des ciseaux. « Monsieur ?» dit-elle doucement. Il ne l'entendit pas. Il voyait des fantômes. Erika prit une profonde inspiration. Elle se souvint du symbole sur son bras. Elle se souvint des nuits où son père buvait trop et lui racontait à voix basse des histoires sur des hommes qui n'existaient pas. Les fantômes, 515e, l'unité qui faisait le sale boulot pour que le monde puisse dormir tranquille. Elle se souvint de la phrase que son père répétait lorsqu'il se réveillait en hurlant après un cauchemar, les seuls mots qui pouvaient le calmer. Elle le regarda dans les yeux, se mit au garde-à-vous et murmura « L'ombre passe, mais la montagne reste ». L'effet fut instantané. L'homme se figea. Sa main s'arrêta à quelques centimètres des cisailles. La folie dans ses yeux vacilla puis s'éteignit, remplacée par une soudaine lucidité. Il cligna des yeux, l'adrénaline quittant son visage, le laissant à nouveau vieux et fatigué. Il regarda Erika avec un mélange de choc et de suspicion. « Où avez-vous entendu cela ?»« Echo 5 Whisky » répondit Erika, donnant le code de réponse qu'elle avait mémorisé lorsqu'elle était enfant. « Mon père était le sergent-major William Jenkins. Il m'a dit que si jamais je rencontrais un homme avec la lance noire, je devais dire cela. Les jambes de l'homme se dérobèrent sous lui. Il s'effondra contre le mur et glissa jusqu'à toucher le sol. Il se prit la tête entre les mains. « Billy Jenkins » murmura l'homme, la voix brisée. « Tu es la petite fille de Billy. » Erika acquiesça, les larmes aux yeux. « Il est mort il y a 4 ans, monsieur. » L'homme leva les yeux et, pour la première fois, son visage ne reflétait plus aucune dureté, seulement du chagrin. « Je sais que c'est moi qui ai signé la lettre. » La pièce était plongée dans un silence de mort. Le docteur Sterling, qui était ressorti discrètement, avait l'air perplexe. « Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi parle-t-il » ? « Erika, éloigne-toi de lui. » L'inconnu regarda Sterling. Son regard de prédateur avait disparu, remplacé par l'autorité fatiguée d'un roi traitant avec un bouffon. « Je m'appelle, » dit l'homme d'une voix puissante qui fit taire le bourdonnement des machines de l'hôpital, colonel Jack Reynolds, division des activités spéciales de l'armée américaine, à la retraite. Il regarda Erika. « Et je pense que je fais une crise cardiaque. » Au moment où le colonel Jack Reynolds s'effondra, l'atmosphère des urgences passa d'une impasse à une zone de guerre d'un autre genre. Code bleu, salle de traumatologie 4. Erika a crié, sa voix rompant le silence stupéfait. Elle n'a pas attendu la permission. Elle s'est agenouillée à côté du géant tombé, ses mains trouvant instantanément le centre de sa poitrine. 1, 2, 3, 4. Elle a commencé les compressions.
le rythme automatique, ancré dans sa mémoire musculaire. Sous ses mains, la poitrine de l'homme semblait être un tonneau d'acier, mais il n'y avait aucun mouvement, aucune élévation ni aucun abaissement. Il était cliniquement mort. « Allez chercher le chariot d'urgence !» cria Erika à Dave, le gardien de sécurité, qui était encore en train de se dégager de son partenaire. « Bougez-vous !» Le docteur Sterling était figé sur place, le visage pâle. Son arrogance avait disparu, remplacée par la terrifiante prise de conscience de sa responsabilité. Il ne pensait pas à sauver le patient. Il pensait au procès. Il pensait au fait qu'il venait de provoquer un arrêt cardiaque chez un homme devant une salle remplie de témoins dont un donateur important. « Dr Sterling !» aboya Erika, sans interrompre son rythme. « J'ai besoin d'une voie respiratoire maintenant. Il est en fibrillation ventriculaire. » Sterling cligna des yeux, sortant de sa torpeur. Il regarda le moniteur qui affichait une ligne plate et chaotique. « D'accord. Kit d'intubation. » Il chercha à tâtons le laryngoscope, les mains tremblantes. « Laissez-moi faire », dit une autre voix. C'était le docteur Chen, le résident senior qui s'était précipité depuis l'aile pédiatrique en entendant l'alerte. Elle repoussa Sterling qui tremblait et inséra rapidement le tube pour sécuriser les voies respiratoires du colonel en quelques secondes. « Chargez à 200 !» cria Erika en attrapant les palettes. « Dégagez !» Le corps du colonel Reynolds sursauta lorsque l'électricité le traversa. Erika regarda le moniteur. Ligne plate. « Non !» siffla-t-elle. « Pas sous ma surveillance. Pas après que vous m'ayez dit qui vous êtes. » Elle reprit les compressions. « Injectez 1 milligramme d'épinéphrine. Allez, Jack. Battez-vous. Vous avez survécu à la jungle. Vous pouvez survivre. » Seattle. Dans un coin de la pièce, M. Holloway, le riche donateur à la cheville foulée, observait la scène, les yeux écarquillés. Il avait oublié sa douleur. Il regardait une jeune infirmière diriger la salle tandis que le soi-disant médecin vedette se tenait inutilement près du mur, essuyant la sueur de son front. Holloway était un homme d'affaires. Il savait reconnaître l'incompétence quand il la voyait, et il savait reconnaître le leadership. Dégagé. Erika cria à nouveau « Boum !» Une autre secousse. Sur le moniteur, une pointe irrégulière apparut, puis une autre, puis un bip rythmique régulier, rythme sinusal. « Nous avons un pouls !» annonça le docteur Chen en poussant un soupir. « Faible, mais il est là. Il a besoin du laboratoire Cath immédiatement. Il a un blocage massif. » « Je vais appeler le docteur Evans en cardiologie. » Sterling balbutia, essayant de retrouver un semblant d'autorité. « Je lui dirai que j'ai stabilisé le patient et que vous n'avez rien fait, Brock, » dit le docteur Chen d'une voix basse mais tranchante. « Erika l'a sauvé. Vous êtes juste resté là. » Le visage de Sterling devint rouge et tacheté. « Surveillez votre ton interne. Cet homme est indigent, il n'a pas d'assurance. Je suis le médecin traitant et c'est moi qui prends les décisions. » « Il n'est pas indigent, » dit Erika en essuyant la sueur de son front tandis qu'elle aidait les aides soignants à soulever le lourd colonel pour le mettre sur un brancard. Elle regarda Sterling avec une fureur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « C'est un colonel, et s'il meurt à cause de votre retard, je témoignerai personnellement lors de votre audience pour faute professionnelle. » Ils emmenèrent Jack vers les ascenseurs, laissant Sterling seul dans la salle de traumatologie en désordre. M. Holloway boita jusqu'au poste des infirmières, où Sterling tapait agressivement des notes pour essayer de couvrir ses traces dans le dossier numérique. « Dr. Sterling » dit froidement Holloway. Sterling afficha un sourire forcé. « Monsieur Holloway, je suis désolé pour cette perturbation. Ce n'est qu'un vagabond psychotique. Nous traitons toutes sortes de cas ici. À propos de cette cheville, je ne veux pas que vous touchiez ma cheville, dit Holloway. En fait, je ne veux pas que vous me touchiez du tout. Je veux cette infirmière, celle qui sait vraiment ce qu'elle fait. » Le sourire de Sterling vacilla. L'infirmière Jenkins. Elle est insubordonnée. J'ai d'ailleurs l'intention de la faire suspendre pour avoir mis en danger le personnel de l'hôpital. Faites donc ça, dit Holloway en sortant son téléphone, et je retirerai chaque centime du financement que j'ai promis à cet hôpital, puis j'appellerai le conseil d'administration. Sterling regarda avec horreur son ticket gagnant s'éloigner. Mais il ne savait pas que la perte d'un donateur allait être le moindre de ses problèmes. Car Jack Reynolds n'était pas seulement un soldat à la retraite,
et le code secret qu'Erika avait prononcé ne l'avait pas seulement calmé, il avait déclenché un protocole. Quand Erika avait dit « L'ombre passe », la montre connectée de Jack, un vieil appareil abîmé qui ressemblait à une Casio bon marché, avait détecté son rythme cardiaque élevé combiné au motif vocal de la phrase. C'était un dispositif d'autodestruction. Quelque part en Virginie, un voyant rouge venait de se mettre à clignoter sur un tableau de bord très sécurisé. 3 heures plus tard, Jack Reynolds sortait de chirurgie. Il était en soins intensifs sous sédatifs puissants, relié à une 12aine de machines. Erika était assise sur une chaise à côté de son lit. Elle aurait dû rentrer chez elle 1 heure plus tôt. Son service était terminé, mais elle ne pouvait pas partir. Elle tenait la main du vieil homme, regardant le tatouage sur son bras, la lance noire. Elle se souvenait de son père, Billy. Il parlait rarement de son service, mais quand il le faisait, il parlait du colonel. Il décrivait un homme qui se jetait dans le feu pour sauver ses hommes. Un homme qui refusait les médailles. Parce que les médailles, pour les héros, et que nous ne sommes que des concierges. Infirmière Jenkins. Erika leva les yeux. Debout dans l'embrasure de la porte de la salle de soins intensifs, se tenait Madame Higgins, la responsable des soins infirmiers. À côté d'elle se trouvait le docteur Sterling, l'air satisfait, et un homme vêtu d'un costume bon marché, Ricard, le responsable de la gestion des risques de l'hôpital. « Nous devons vous parler, Erika, » dit Madame Higgins, l'air mal à l'aise. Elle aidait bien Erika, mais elle était terrifiée par Sterling et le service juridique. Erika se leva, reposa doucement la main de Jack sur le lit et sortit dans le couloir. « Il s'agit d'un avertissement disciplinaire officiel, » dit Ricard en lui tendant un document. « Le docteur Sterling a rédigé un rapport indiquant que vous avez désobéi à un ordre direct de renvoyer un patient impliqué dans une altercation physique avec un individu violent et que vous avez discrédité un médecin traitant devant un donateur. Il faisait une crise cardiaque, dit Erika, la voix tremblante de colère. Si je l'avais renvoyé, il serait mort dans le caniveau à l'heure qu'il est. Ce n'est qu'une supposition, dit Sterling d'un ton suave. Le fait est que vous avez enfreint le protocole. Vous avez amené un homme dangereux et instable dans mon service des urgences, et vous l'avez laissé agresser le personnel. La sécurité a confirmé qu'il avait utilisé une technique d'arts martiaux contre eux. C'est un vétéran décoré, a rétorqué Erika. C'est un sans-abri inconnu qui utilise un faux nom. Sterling a ricané. Colonel, je vous en prie, c'est une illusion. J'ai appelé la police. Dès qu'il se réveillera, il sera transféré à la prison du comté pour agression. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Erika. C'est déjà fait, sourit Sterling. Quant à vous, vous êtes mise en congé administratif en attendant les résultats de l'enquête. Remettez-moi votre badge, Erika. Erika eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Elle chercha son badge. Soudain, les portes de l'ascenseur au bout du couloir de l'unité de soins intensifs ont sonné. Ce n'était pas une arrivée normale. Habituellement, les visiteurs étaient silencieux. Mais le bruit de bottes lourdes et synchronisées sur le carrelage résonnait dans le couloir. 4 hommes en sont sortis. Ils portaient des tenues tactiques noires, pas des uniformes de police, pas de badge, juste des écussons sur lesquels on pouvait lire DOD, Département de la Défense. Ils étaient suivis par un homme en uniforme militaire impeccable, les étoiles sur ses épaules brillant sous les lumières fluorescentes. Un lieutenant général. Sterling fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie ? Vous ne pouvez pas être ici avec des armes. » Les soldats l'ignorèrent. Ils se déplaçaient avec une précision fluide. 2 d'entre eux prirent position devant la porte de Jack, les bras croisés. Les 2 autres balayèrent le couloir du regard, observant les infirmières et les médecins avec suspicion. Le général s'avança droit vers le groupe. C'était un homme âgé, aux cheveux gris acier et au visage sculpté dans le granit. Il regarda Sterling, puis Ricard et enfin Erika. « Je suis le général Marcus Thorne de l'armée américaine, » dit-il. Sa voix était calme, mais elle dégageait une autorité absolue. « Je cherche le médecin traitant chargé du patient 49. » Sterling s'avança, bombant le torse. « Je suppose que vous faites référence à l'inconnu de la chambre 4 en 4.
Je suis le docteur Sterling, et j'insiste pour que vous retiriez vos hommes. Il s'agit d'un hôpital privé, et cet homme est un criminel placé en garde à vue. » Le général Thorne regarda Sterling comme on regarderait une tache sur un tapis. Il se tourna vers l'un de ses soldats. « Capitaine, la police locale est-elle au courant de la situation ?»« Oui, général, » répondit le soldat. Le chef de la police a été informé que la juridiction a été reprise par le Pentagone. Toutes les charges ont été abandonnées. Sterling resta bouche bée. « Quoi? Vous ne pouvez pas simplement... »« Je peux. » Thorne l'interrompit. « Et je l'ai fait. » Thorne se tourna vers Erika. Son expression s'adoucit instantanément. « Vous devez être Erika, la fille de Billy. » Erika acquiesça, stupéfaite. « Oui, monsieur. » Thorne lui tendit la main. « Merci. » La balise de la montre de Jack s'activa lorsque son rythme cardiaque s'accéléra. Nous avons surveillé le flux audio. Nous avons entendu ce que vous avez dit. L'ombre passe. Thorne sourit tristement. Jack n'avait pas entendu ces mots depuis 10 ans. Vous lui avez sauvé la vie, Erika. À plus d'un titre, il a essayé de le mettre dehors. Erika s'écria en montrant Sterling du doigt. « Docteur, Sterling a essayé de le faire sortir de l'hôpital alors qu'il était en arrêt cardiaque. Il a dit qu'il occupait inutilement un lit. » Thorne se retourna lentement vers Sterling. La température dans le couloir sembla baisser de 10 degrés. « Est-ce vrai, docteur ?» demanda Thorne. « Je faisais le tri, » balbutia Sterling, transpirant abondamment. Les ressources lycées sont limitées. Il avait l'air d'un clochard, ce clochard, dit Thorne en s'approchant de Sterling. C'est grâce à lui que vous dormez tranquillement la nuit. Ce clochard a démantelé des cellules terroristes dont vous ignorez même l'existence. Il porte le poids des péchés de cette nation sur ses épaules depuis 30 ans, et vous vouliez le jeter à la rue. Je ne savais pas, Queena Sterling. L'ignorance n'est pas une excuse pour la cruauté, dit Thorne. Il regarda Ricard, le gestionnaire des risques. Je suppose que cette jeune femme est en train d'être réprimandée. Ricard déglutit, froissant le papier dans sa main derrière son dos. Non, monsieur, c'est juste un malentendu. L'infirmière Jenkins est notre meilleure employée. Nous étions justement en train de la féliciter. Bien. Thorne dit, car à partir de maintenant, le colonel Reynolds est une question de sécurité nationale. Personne n'entre dans cette chambre sans mon autorisation. Et Dr. Sterling, oui, vous êtes relevé de vos fonctions. Si vous vous approchez à moins de 15 mètres de cette porte, mes hommes ne se contenteront pas de vous taser. Ils vous briseront. 2 jours passèrent. L'atmosphère dans l'hôpital avait complètement changé. La présence des gardes militaires devant la chambre 404 était devenue le sujet de conversation dans tout le bâtiment. Les patients chuchotaient qu'un espion, un sénateur ou un roi secret se trouvait dans l'unité de soins intensifs. Le docteur Sterling s'était fait porter malade. Il se cachait pour essayer d'appeler ses avocats, mais il s'était rendu compte qu'aucun avocat ne voulait s'occuper d'une affaire impliquant le ministère de la Défense. Erika avait un accès illimité. Elle passait ses pauses dans la chambre de Jack. Le 3e matin, le soleil filtrait à travers les stores, projetant de longues ombres sur les draps blancs stériles. Erika était en train de régler la perfusion lorsqu'une voix rauque et endormie s'éleva. « Avez-vous pris la plaque d'immatriculation du camion qui m'a renversé ?» Erika sourit, les larmes aux yeux. Elle baissa les yeux. Les yeux bleus de Jack étaient ouverts, fatigués, mais clairs. « Ce n'était pas un camion, colonel, dit-elle doucement. C'était votre cœur. Il a décidé de se mettre en grève. » Jack gémit en essayant de s'asseoir, mais Erika le repoussa doucement. Doucement. « On vous a posé 2 broches. Vous n'irez nulle part. » Jack regarda autour de lui. Il vit les fleurs posées sur la table, envoyées anonymement, mais Erika savait qu'elles venaient de M. Holloway. Il aperçut la silhouette distincte d'un soldat montant la garde à travers le verre dépoli de la porte. « Thorne est là, » murmura Jack. « Je sens l'odeur de ces cigares bon marché. Le général Thorne t'a évité d'être arrêté, » dit Erika. « Mais je pense que tu t'en es bien sorti avant ça. » Jack la regarda, l'air sérieux. Il tendit la main et prit la sienne. Sa prise était faible, mais sa peau était chaude. « Erika, dit-il, je ne me suis pas retrouvé aux urgences par hasard. » Erika marqua une pause. « Que veux-tu dire ? » « Je te suis depuis 6 mois, admit Jack.
Depuis la mort de Billy, je me suis promis de prendre de tes nouvelles, de m'assurer que tu allais bien, que tu touchais bien ta pension. » « Je ne l'ai jamais touchée, » dit Erika doucement. L'administration des anciens combattants a déclaré que son dossier était incomplet. Ils ont refusé les prestations. Maman a perdu la maison avant de mourir. Le visage de Jack s'assombrit. Une veine palpitait dans sa tempe. Incomplet. C'est impossible. Billy était un opérateur de niveau 1. Sa pension aurait dû suffire pour acheter un manoir. Ils ont dit qu'il était cuisinier. Erika dit, un rire amer lui échappant, que son dossier militaire montrait qu'il avait été cuisinier en Allemagne pendant 20 ans. Pas de service de combat. Jack ferma les yeux. « L'histoire de couverture, murmura-t-il. Ils n'ont jamais levé l'histoire de couverture. » Il ouvrit les yeux et le feu était de retour. Le même feu qui avait terrifié le docteur Sterling. Ils l'ont brûlé. Jack grogna. Un bureaucrate cherchant à économiser quelques centimes avait effacé l'héritage de Billy. « Ça va, Jack ?» dit Erika d'un ton apaisant. « Je vais bien. Je suis infirmière. Je me débrouille. »« Ce n'est pas ça, » dit Jack. « Billy a pris une balle pour moi à Kandahar. Il m'a porté sur 3 kilomètres avec une jambe brisée. Il n'est pas mort en tant que cuisinier. Il est mort en héros. » Jack essaya de se redresser, ignorant la douleur. « Passe-moi mes vêtements, Erika. »« Jack, non. Tu as besoin de repos. »« J'ai besoin de mon téléphone, » dit Jack. Le téléphone jetable dans la poche de ma veste. « Il est toujours là ?» Erika hésita, puis se dirigea vers le placard. Elle trouva la veste militaire sale. À l'intérieur de la doublure, cousue dans une poche cachée, se trouvait un petit téléphone satellite noir. Elle le lui tendit. Jack composa un numéro de mémoire. Il le porta à son oreille. « Ici Reynolds, » dit-il. « Code d'autorisation Spartan 01. Passez-moi le président du Conseil des anciens combattants. »« Non, je ne veux pas parler à sa secrétaire. Je veux lui parler. Dites-lui que le fantôme d'Echo 5 est au bout du fil et que je viens récupérer mon argent. » Il raccrocha et regarda Erika. « Vous n'êtes pas seulement une infirmière, Erika. Vous êtes la fille de l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu. Et avant de quitter cet hôpital, tout le monde, y compris ce médecin en plastique qui m'a traité comme un déchet, le saura. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Mais ce n'était pas le général Thorne. C'était le docteur Sterling. Il avait l'air débraillé, affolé. Il s'était faufilé entre les gardes pendant un changement d'équipe. « Colonel Reynolds, » dit Sterling essoufflé. « Je voulais juste m'excuser. Je ne savais pas qui vous étiez. Si j'avais su... » Jack le fixa du regard. Le silence était lourd et suffocant. « Si vous aviez su que j'étais puissant, vous m'auriez traité comme un être humain, » dit Jack lentement. « Mais comme vous pensiez que j'étais faible, vous m'avez traité comme un chien. » « J'étais stressé, » se défendit Sterling. « C'était une erreur. »« L'infirmière savait, » dit Jack en désignant Erika. « Elle ne connaissait pas mon grade. Elle ne connaissait pas mon histoire. Elle a juste vu un homme qui souffrait. C'est la différence entre un guérisseur et une sanguesue. » Jack appuya sur un bouton situé sur le côté de son lit. « Général Thorne, » appela-t-il. La porte s'ouvrit brusquement. Thorne entra, furieux que Sterling ait été admis. « Faites-le sortir, » dit Jack en regardant Sterling avec un dégoût évident. « Et Thorne, je veux un audit de cet hôpital. Chaque centime, chaque don, chaque compte caché. J'ai le sentiment que le docteur Sterling a plus de cadavres dans son placard que moi. » Le visage de Sterling devint livide. La vengeance venait de commencer. Les rouages de la justice, habituellement lents et rouillés, tournent à une vitesse effrayante lorsqu'ils sont graissés par le ministère de la Défense. Dans les 24 heures qui suivirent l'appât de l'ordre du colonel Reynolds, l'aile administrative de l'hôpital n'était plus sous le contrôle du conseil d'administration. Elle était sous le contrôle de l'agence d'audit de l'armée américaine et du FBI. Le général Thorne ne plaisantait pas lorsque Jack disait qu'il soupçonnait des squelettes. Thorne apporta des pelles. C'était un mardi après-midi, exactement une semaine après que Jack ait été traîné aux urgences, que le couperet est finalement tombé. L'atrium de l'hôpital était bondé.
Les patients, les visiteurs et le personnel se mêlaient près du café. Le docteur Brock Sterling était là aussi. Il essayait de sauver les apparences, riant bruyamment avec un groupe d'internes, prétendant que les agents fédéraux à l'étage n'étaient guère que des agents de conformité de routine. Il portait un nouveau costume, ressemblant en tout point à un Golden Boy intouchable. Puis, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Le général Thorne en sortit, flanqué de 2 agents fédéraux en coupe-vent. Derrière eux venait Jack Reynolds. Jack était dans un fauteuil roulant poussé par Erika. Il était encore faible, le visage pâle, mais il portait son uniforme bleu. L'uniforme était impeccable, la poitrine chargée de rubans, la croix du service distinguée, l'étoile d'argent avec des grappes de feuilles de chêne, le cœur violet. L'atrium devint silencieux. Dr Sterling. La voix du général Thorne résonna sur le sol en marbre. « Un instant, s'il vous plaît. » Le sourire de Sterling se figea. Il s'approcha, sa confiance vacillant. « Général-colonel, je suis en plein cours. Cela peut-il attendre ? » « Non, répondit Jack. Sa voix était rauque mais amplifiée par le silence de la pièce. « Non, c'est impossible. » L'un des agents du FBI s'avança, tenant un épais dossier. « Brock Sterling, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, détournement de fonds fédéraux destinés aux soins de santé et falsification de dossiers médicaux. » Un murmure parcourut la foule. « C'est ridicule !» cria Sterling en cherchant du soutien autour de lui. « Je suis le chef du service de traumatologie. Vous n'avez aucune preuve. Nous avons tout, dit Jack calmement. Nous avons trouvé les comptes fantômes. Vous avez détourné des subventions fédérales destinées aux soins des indigents, aux vétérans sans abri et aux pauvres pour les injecter dans le fonds de rénovation VIP. Vous avez refusé des soins à des gens comme moi pour pouvoir acheter du marbre italien pour l'aile Holloway et vous avez empoché des honoraires de consultation sur chaque transaction. Sterling se tourna vers M. Holloway, qui venait de sortir de la boutique de souvenirs. « Monsieur Holloway, dites-leur que j'ai construit cette aile pour vous. » Monsieur Holloway regarda Sterling avec un mépris total. « Vous avez utilisé de l'argent volé pour construire un monument à votre propre ego, Brock, et vous avez traité un héros de guerre comme un moins que rien devant moi. Mes avocats sont déjà en pourparlers avec le procureur général. Je vous poursuis pour fraude. » Sterling paniqua. Il tenta une course désespérée et stupide vers les portes tournantes. Il ne fit pas 3 pas. Mike, le garde de sécurité que Sterling avait ordonné de tasser Jack une semaine auparavant, se plaça sur son chemin. Mike n'utilisa pas de taser. Il resta simplement là, les bras croisés, tel un mur de muscles. Sterling rebondit sur lui et tomba au sol. « Eh, s'il vous plaît !» gémit Sterling tandis que les agents lui passaient les menottes. « J'ai une réputation. » « Vous aviez une réputation ?» corrigea Jack en le regardant de haut. « Maintenant, vous avez un casier judiciaire. » Alors qu'ils emmenaient Sterling, qui donnait des coups de pied et criait « Tout l'atrium éclata en applaudissements. Cela commença par les infirmières, puis les aides-soignants et enfin les patients. Erika resta là, les mains sur les poignets du fauteuil roulant de Jack, regardant l'homme qui l'avait tourmenté pendant des années enfin faire face aux conséquences de son arrogance. Mais Jack n'avait pas fini. « Erika, dit-il doucement, va chercher la voiture, nous avons encore un arrêt à faire. »« Jack, tu n'es pas encore autorisé à sortir » protesta Erika. « Je me donne moi-même l'autorisation de sortir. » Jack sourit. « Nous allons au bureau des anciens combattants. » Le bâtiment du département régional des anciens combattants était un monolithe de béton gris et de désespoir. C'était un endroit où l'espoir allait mourir, étranglé par des kilomètres de paperasserie et l'apathie de bureaucrates surchargés de travail. À l'intérieur, l'air sentait le café rassis, la cire à parquet et la résignation. Des dizaines d'hommes et de femmes âgés étaient assis sur des chaises en plastique, serrant des tickets numérotés, attendant que leur nom soit appelé par une voix robotique qui ne semblait jamais humaine. Erika poussa le fauteuil roulant à travers les portes automatiques. Les roues grinçaient sur le linoléum, un son aigu qui transperçait le faible bourdonnement des voix murmurantes. Dans le fauteuil était assis le colonel Jack Reynolds. Mais il ne ressemblait pas au sans-abri qu'Erika avait sauvé une semaine auparavant. Il ressemblait à un dieu de la guerre reposant sur son trône,
Il portait son uniforme militaire, la tenue de cérémonie bleue. La veste bleu foncé était parfaitement ajustée à ses larges épaules, bien qu'elles fussent désormais légèrement affaissées, en raison de la récente opération chirurgicale. Sur sa poitrine se trouvait une rangée de rubans qui racontaient l'histoire des conflits américains des 30 dernières années. Les bandes dorées sur ses manches remontaient jusqu'à ses coudes. Les aigles argentés sur ses épaules reflétaient la lumière fluorescente. À ses côtés se tenait le général. Afin de respecter votre demande de ne pas mentionner le nom de Marcus ou le trône, nous l'appellerons le général Arthur Garrett. Le général Garrett marchait avec une canne, mais sa présence était terrifiante. Son visage impassible fit ravaler son chewing-gum au garde de sécurité posté devant le détecteur de métaux qui s'écarta sans demander de pièce d'identité. « Nous avons un numéro » murmura Erika nerveusement. Serrant un ticket en papier sur lequel était inscrit G45, ils ont dit que l'attente était de 3 heures. Jack ne regarda pas le ticket. Il regarda la lourde porte en chêne au bout du couloir, celle qui portait l'inscription Directeur des prestations régionales, C. Henderson. Les lions n'attendent pas le gardien du zoo, Erika. Jack grogna doucement, continue d'avancer. Ils contournèrent la salle d'attente bondée. Une jeune réceptionniste avec un casque se leva, alarmée. « Monsieur, vous ne pouvez pas aller là-bas. Vous devez attendre votre numéro. » Le général Garrett s'avança devant le bureau et posa ses mains sur le comptoir. Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Jeune femme, cet homme a attendu 30 ans. Il n'attendra pas 30 secondes de plus. Ouvrez la porte. La réceptionniste regarda les étoiles sur l'uniforme de Garrett, puis le regard féroce de Jack. Elle appuya sur le bouton. Erika poussa la porte. Le bureau de M. Henderson était luxueux, contrastant fortement avec la misère du hall d'entrée. Il avait une vue sur la ville, un bureau en acajou et une photo encadrée de lui-même serrant la main du sénateur. Il tapait sur son ordinateur, un bagel à moitié mangé posé sur une serviette à côté de lui. Il leva les yeux, agacé. « Que signifie tout cela ?»« Je suis en réunion. Tu manges un bagel, Carl ?» dit Jack d'une voix rauque comme du papier de verre sur de la pierre. Henderson cligna des yeux, plissant les paupières. « Je vous connais ?»« Non, » répondit Jack, « mais vous connaissiez le sergent-major William Jenkins. » Henderson soupira en roulant des yeux. Il reconnut Erika. « Mademoiselle Jenkins, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Vos appels ont été rejetés. Le formulaire DD214 de votre père indique clairement qu'il était spécialiste de la cantine, cuisinière en poste à Francfort de 1990 à 2010. Il n'y a aucune trace de blessure de guerre. Les douleurs dorsales dont il souffrait étaient dues à une arthrite dégénérative, probablement causée par le fait de rester debout dans les cuisines. Nous ne pouvons pas accorder un handicap de niveau 1 à un cuisinier. » Erika sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait entendu ce discours une douzaine de fois. Elle se sentait toute petite. Cela donnait l'impression que la souffrance de son père était un mensonge. « Il n'était pas cuisinier », murmura Erika d'une voix tremblante. « Les dossiers sont définitifs, » dit Henderson en tendant la main vers son téléphone. « Maintenant, veuillez partir avant que j'appelle la sécurité. »« Posez le téléphone !» ordonna Jack. Jack fouilla dans sa veste, la main encore légèrement tremblante à cause de la faiblesse de son cœur. Recovery sortit un épais dossier abîmé. Il était estampillé « Confidentiel » à l'encre rouge. Accès magique. Il le jeta sur le bureau de Henderson. Il atterrit avec un bruit sourd glissant dans le sac. « Ouvrez-le » dit Jack. Henderson hésita, puis ouvrit la couverture. Ses yeux parcoururent la première page. Son visage passa de l'agacement à la confusion, puis lentement à la couleur de la cendre. « C'est impossible » balbutia Henderson. « L'opération Broken Arrow, l'incident de Black Valley. Ces dossiers sont classifiés. Ils n'existent pas. Ils existent maintenant. » Le général Garrett prit la parole depuis l'embrasure de la porte, la refermant et la verrouillant. À 8 heures ce matin, le ministère de la Défense a déclassifié l'historique opérationnel de l'unité 75 ECHO, les cuisiniers fantômes. Jack se pencha en avant dans son fauteuil roulant. Billy Jenkins n'épluchait pas des pommes de terre, Carl. Il était contrôleur aérien avancé et infirmier de combat pour une unité qui n'existait pas officiellement.
Regarde cette photo à la page 4. Henderson tourna la page. C'était une photo noire et blanc granuleuse prise dans une jungle dense. Elle montrait un groupe d'hommes couverts de boue blottis autour d'une radio. Un homme regardait le ciel en criant dans un combiné. « C'est Billy » dit Jack, la voix chargée d'émotion. C'était dans l'Hindu Kush. Nous étions coincés par 200 insurgés. Nous n'avions aucun soutien aérien. J'ai reçu une balle dans la poitrine. Je me vidais de mon sang. Jack tapota la cicatrice sur sa propre poitrine. Juste au-dessus de son cœur, l'hélicoptère d'évacuation ne pouvait pas atterrir car les tirs étaient trop intenses. Billy Jenkins, celui que vous appeliez le cuisinier, a couru 300 mètres sous le feu pour venir me chercher. Il m'a traîné dans un ravin et lorsqu'un obus de mortier a frappé la crête, il s'est jeté sur moi pour me protéger. La pièce était silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement du climatiseur, les éclats d'obus qui se trouvaient dans sa colonne vertébrale depuis 20 ans. Jack a continué à fixer Henderson de ses yeux bleus. Ce n'était pas de l'arthrite. C'était l'enveloppe d'un obus de mortier de fabrication soviétique. Il a pris ce métal pour moi. Il a vécu dans la souffrance chaque jour de sa vie pour que je puisse être assis ici et respirer. Et vous lui avez refusé sa pension parce que vous étiez trop paresseux pour regarder au-delà d'une histoire de couverture. Henderson tremblait. J'ai suivi la procédure. Les codes étaient verrouillés et... Vous avez le pouvoir de demander un audit approfondi, dit froidement le général Garrett. Vous ne l'avez jamais fait. Vous avez rejeté la demande 7 fois. Jack pointa du doigt le bureaucrate terrifié. Il est mort dans un appartement loué sans chauffage parce qu'il ne pouvait pas payer la facture de mazout. Il est mort en pensant que son pays s'en fichait. Vous lui avez volé sa dignité, Karl. Jack fit glisser une feuille de papier sur le bureau. C'était un nouveau document rédigé le matin même par l'équipe juridique du Pentagone. C'est un ordre de compensation rétroactive, dit Jack. Il calcule la prime de combat, la prime de risque, l'invalidité de niveau 1 qui lui était due depuis 30 ans et les prestations de survivant dues à sa fille, avec les intérêts. Henderson regarda le chiffre au bas de la page. Il eut le souffle coupé. Cela représente 2,4 millions de dollars. Je ne peux pas autoriser un paiement aussi important. Cela dépasse mon plafond de signature. Alors trouvez un stylo plus gros, dit le général Garrett, où nous pourrons avoir cette conversation devant la commission de surveillance du Sénat la semaine prochaine. Je suis sûr que C-SPAN serait ravi d'entendre pourquoi vous avez escroqué la famille d'un récipiendaire de la Silver Star. Henderson déglutit péniblement. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. Il regarda le dossier, puis le général et enfin Erika. Pour la première fois, il ne voyait pas une nuisance. Il voyait la file d'un héros. Il prit son stylo. Sa main tremblait violemment tandis qu'il griffonnait sa signature au bas de la page. Il apposa le sceau officiel. Le virement sera effectué sur votre compte dans les 48 heures. Henderson murmura en tendant le papier à Erika. Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Erika prit le papier. Elle ne regarda pas la somme d'argent. Elle regarda le formulaire joint, le DD2-14 corrigé, sous la rubrique « Spécialité principale ». Il n'était plus question de spécialiste de la cantine. On pouvait lire « Opérateur senior des forces spéciales, héros médecin ». « Merci », dit Erika d'une voix à peine audible. « Ne le remerciez pas », cracha Jack en faisant pivoter son fauteuil roulant. Il a juste fait son travail pour la première fois de sa vie. Allons-y, Erika. Nous avons un endroit important où aller. 2 semaines plus tard, le vent d'automne balayait l'herbe immaculée du cimetière national. Le ciel était d'un bleu éclatant, le genre de ciel que les pilotes adorent. C'était une cérémonie privée, mais elle ressemblait à un couronnement royal. Erika se tenait près de la tombe, la modeste pierre tombale qu'elle avait payée des années auparavant, sur laquelle était simplement inscrit « William Jenkins, 1965-2022 », avait été retirée. À sa place se trouvait une nouvelle stèle en marbre blanc brillant au soleil. « Sergent-major William Jenkins, unité 75, Écho ». L'ombre passe, mais la montagne reste. 50 hommes se tenaient en formation derrière Erika. Ils étaient désormais des vieillards, certains s'appuyaient sur des cannes, d'autres avaient tant perdu des membres
D'autres encore portaient en tête des lunettes épaisses. Ils étaient des survivants de l'unité, les cuisiniers fantômes. Ils avaient afflué de tout le pays lorsque Jack les avait appelés. Jack se tenait à côté d'Erika. Il se tenait debout aujourd'hui, s'appuyant lourdement sur une canne noire mais bien droit. Un aumônier prononça des paroles de paix, mais Erika n'écoutait pas les prières. Elle se souvenait de l'odeur de l'après-rasage de son père. Elle se souvenait de la grimace qu'il faisait lorsqu'il se levait de sa chaise, essayant de cacher sa douleur pour ne pas l'inquiéter. Elle se souvenait qu'il lui disait « Erika, ma chérie, fais le bien dans ce monde. Il y a déjà assez de mal comme ça. Il aurait détesté tout ce tapage ?» dit Erika en essuyant une larme sur sa joue. « Il l'aurait détesté ?» Jack sourit tristement. « Mais il le méritait. » Le général Garrett s'avança, tenant un coffret triangulaire en bois et une boîte en velours. Il l'étendit à Jack. Jack se tourna vers Erika. Il prit une inspiration pour se ressaisir. « Erika !» dit Jack, sa voix couvrant le bruit du vent. « L'armée décerne des médailles pour de nombreuses raisons. Pour le courage, le service, le sacrifice. Mais il y a une médaille que nous ne décernons que lorsqu'un soldat accomplit l'impossible. Lorsqu'il sauve ses frères au prix de sa propre vie. » Jack ouvrit la boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une étoile en argent suspendue à un ruban rouge, blanc et bleu. L'étoile d'argent. « Elle t'appartient, dit Jack, et ceci ?» Il lui tendit le drapeau américain plié. « Ceci vient d'une nation reconnaissante, une nation qui se souvient enfin. » Erika prit le drapeau et la médaille. Elle les serra contre sa poitrine, sentant les bords tranchants de l'étoile à travers sa robe noire. Elle le regarda la file d'anciens soldats qui saluaient son père. Elle regarda Jack, le sans-abri qu'elle avait refusé de laisser mourir et qui, en retour, avait ramené son père à la vie. « Tu m'as sauvé, Jack, » murmura-t-elle. Jack secoua la tête. Il posa doucement sa main sur son épaule. « Non, petite, c'est toi qui m'as sauvé. J'étais prêt à mourir dans cette salle d'opération. J'étais fatigué de porter ces fantômes. » Il regarda la tombe. « Mais quand tu as prononcé le code, tu m'as rappelé que la mission n'est pas terminée tant qu'on n'a pas laissé personne derrière nous. On a laissé Billy derrière nous pendant trop longtemps. Aujourd'hui, on l'a ramené à la maison. » Erika leva les yeux vers le ciel bleu. Elle ressentit une légèreté dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La dette était payée. La vérité était connue. Le mauvais médecin était en prison et son père reposait en paix. « Allez, » dit Jack en lui offrant son bras. « Je paye le déjeuner et je te promets pas de ration militaire. Je pense à un steak. » Erika rit, un rire sincère et joyeux qui fit sursauter les oiseaux dans les arbres. Elle passa son bras sous celui du colonel. « Un steak, ça me semble parfait, Jack. » Ils s'éloignèrent de la tombe, laissant les ombres derrière eux, marchant vers le soleil brillant et chaud. Le scandale de l'hôpital Saint-Jude fit la une des journaux nationaux. L'enquête sur le docteur Brock Sterling révéla une décennie de fraude qui secoua la communauté médicale. Il fut radié de l'ordre des médecins. Ses biens furent saisis pour rembourser l'hôpital et il fut condamné à 7 ans de prison fédérale. Mais la véritable histoire n'était pas la chute d'un méchant, c'était l'ascension d'un héritage. Avec l'argent de l'accord, Erika Jenkins n'a pas acheté de manoir ou de voiture de sport. Elle a acheté un bâtiment, un ancien entrepôt du centre-ville, à quelques pâtés de maisons de l'endroit où les sans-abri se rassemblaient souvent. Elle l'a rénové et a ouvert le William Jenkins Veterans Center. Ce n'était pas un refuge, c'était un sanctuaire. Il y avait des médecins qui ne se souciaient pas des assurances, il y avait des avocates qui se battaient pour obtenir des prestations, il y avait une cuisine qui servait des repas chauds, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de bons repas, pas de la bouillie immangeable en l'honneur du cuisinier. Et chaque mardi soir, Erika parcourait les couloirs pour voir comment allaient les patients. Souvent, elle trouvait un vieil homme avec une canne assis dans le hall, racontant des histoires incroyables aux jeunes vétérans qui venaient de rentrer de nouvelles guerres. Il l'écoutait et, avec des yeux écarquillés, suspendus à ses lèvres, il ne le connaissait que sous le nom de colonel. Un soir, une jeune infirmière nouvellement arrivée au centre a demandé à Erika
Ce vieil homme est-il vraiment un héros? Il a l'air si fragile. Erika a souri en regardant Jack rire avec un jeune marine. Vous voyez cet homme, a dit Erika. Il a un jour démantelé un empire hospitalier corrompu juste pour aider un ami. Ce n'est pas seulement un héros, c'est une montagne. Quel parcours incroyable! De sans-abri traité comme un déchet aux urgences à colonel commandant le respect des généraux, Jack Reynolds nous rappelle qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture ni un soldat à ses cicatrices. Erika Jenkins nous a montré qu'un seul acte de gentillesse, un seul moment où l'on défend ce qui est juste, peut déclencher une réaction en chaîne qui renverse des empires et rétablit la justice. Cette histoire ne parle pas seulement de vengeance contre un médecin arrogant. Elle parle du lien durable de la loyauté et du fait que les héros marchent souvent parmi nous sans être vus ni reconnus. Si cette histoire vous a touché ou vous a donné envie d'encourager les opprimés, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela nous aide à créer d'autres histoires comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin de se rappeler que le karma existe. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.